bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, vous êtes sur le 2e épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète par Ohana. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana justement. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons un invité cette semaine, Leonardo Pelagotti, instructeur Wim Hof, instructeur Animal Flow. Avant d'aborder la partie Wim Hof et la partie respiration, donc Oxygen Advantage, je voudrais qu'on revienne sur toi, sur le triathlon. Tu nous as dit que tu as découvert ça un peu plus tard, quand tu étais déjà adulte, tu avais fini tes études d'ingénieur, hein, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Déjà, première question, on va revenir à la base. Comment est-ce que tu as découvert le triathlon et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois? Moi, je l'ai découvert donc au Danemark avec des amis danois qui pratiquaient déjà, ils faisaient de la course, du vélo, de la natation. Et bon, moi, j'ai grandi sous la côte italienne, donc j'ai toujours fait de la natation. J'aimais courir et faire du vélo, mais au niveau vraiment comme ça pour m'amuser. Et je t'ai vu que pour être sincère, la première fois que j'ai fait du triathlon, j'ai vraiment galéré et souffert. Ça, c'était mon approche au début, mais ça pouvait pas être différemment parce que j'avais une capacité aérobique inexistante. J'avais une très bonne capacité anaérobique parce que je l'avais développée avec les sports que j'ai fait avant, la gymnastique artistique et le Kung Fu Shaolin. Beaucoup d'explosivité et de puissance, mais aérobie, zéro, et je l'avais pas. Donc au début, pour moi, les triathlons, c'était vraiment un sport que je faisais pour me renforcer mentalement parce que du début jusqu'à la fin, j'étais en souffrance. Donc au début, c'était un peu costaud pour moi. Mais ça a tout basculé après avec la respiration, mais ça m'a pris un peu de temps. Et justement, combien d'années que tu pratiques le triathlon? Est-ce que tu pratiques toujours très régulièrement? Tu nous as dit hier que tu continuais à pratiquer, mais est-ce que c'est ta pratique principale? Est-ce que c'est plutôt un sport loisir que tu pratiques une fois de temps en temps? Sur quelle distance tu t'exprimes? Alors, moi, je continue à les faire des façons régulières sur tout ce qui est entraînement. Course, vélo, c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Je vais courir, je vais faire du vélo pratiquement tous les jours. La natation, c'est principalement l'été et quand j'ai fait mes baignades dans l'eau froide. Je vous avoue que je vais pas en piscine pour m'entraîner à la natation, ça j'aime pas. Donc j'aime bien nager en eau libre, lac et mer. Et après j'ai fait des compétitions. Généralement j'en fais une par an c'est un triathlon presque large des montagnes. Celui que j'ai fait, c'est le Volcanix que j'ai fait récemment. C'est un triathlon assimilable à un demi-Ironman. Voilà, plus ou moins un demi-Ironman. Et il a lieu où ce triathlon? J'en ai jamais entendu parler. Dans les Cantal, dans les volcans d'Auvergne. D'accord, waouh. Donc ça monte, c'est du trail en course, c'est des 2000 mètres de dénivelé sur les vélos, sur 90 km. Et on nage 2 km. Voilà, mais vélo de route, c'est pas du cross. Oui, des routes. Il y a qu'en natation finalement que ça monte pas. Sinon, vélo et course à pied, il y a du dénivelé. C'est ça. Ouais, on a essayé avec les cascades, mais c'était. Ouais, le jour où tu trouves un triathlon avec du dénivelé en natation, tu m'appelles. Oui, bah j'essaierai pas. Canyoning. Ah, mais c'est bon à savoir. En fait, c'est un peu un embrun, un triathlon d'embrun, mais dans les volcans d'Auvergne et en version un peu plus courte, quoi. Ouais. Il faudra aller jeter un œil par là, hein, Olivier. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Et puis les volcans d'Auvergne, ça doit pas être très loin de chez Bertrand Soulier, donc ce sera l'occasion peut-être d'aller rencontrer un de nos compatriotes de podcast. On va s'organiser à l'occasion un tour de France des triathlons. C'est ça, exactement. Donc du coup, triathlon, tu continues à pratiquer un petit peu, et puis en même temps que tu découvres le triathlon, si je comprends bien, tu découvres la respiration et le froid. Enfin, en tout cas, la récupération par le froid via cette fameuse méthode Wim Hof. Le micro est à toi. Tu es instructeur, ambassadeur. Explique-nous ce que c'est que Wim Hof. Et déjà, je crois savoir que c'est une personne, mais il faut que tu nous en dises plus parce qu'on en entend parler dans tous les sens, de tous les côtés. D'ailleurs, un petit coucou à Nico Réagi qui nous écoute et qui est aussi un adepte de la méthode. Donc, il faut que tu nous dises plus sur cette méthode Wim Hof. Et puis, comment tu l'as rencontrée, la méthode. Enfin, comment tu as découvert la méthode et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de tous les jours et dans ta vie de sportif? Moi, j'aime bien commencer avec une phrase. Ça a changé ma vie, la méthode Wim Hof, et c'est pas pour rigoler que je l'ai dit. Ça a vraiment changé. Déjà par rapport à ma santé, mon énergie et tout ça, mais aussi par rapport à ma profession et mon métier, ma vocation de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi mon entreprise. Mais moi, je l'ai retrouvé en 2015.
J'ai lu les livres de Wim Hof, son premier livre, quand il n'était pas encore en célébrité. Il était connu par tous ses records du monde. Donc Wim Hof, alias The Iceman, l'homme des glaces. Il a beaucoup de records sur les froids. Vous pouvez chercher sur Google qui vont des 2 heures dans la glace, marathon pieds nus dans la neige en Finlande, en short, escalade de l'Everest, toujours en short, pieds nus, l'ascension du Kilimandjaro sans acclimatation la plus courte au monde. Et voilà, il y a plein de records un peu incroyables sur les froids. Attends, parce que le marathon, le fameux marathon dans la neige, pieds nus, là, c'est pas là où il a perdu un orteil? En Finlande. Alors, c'est là où il a eu un engelure au pied qu'il a soigné assez rapidement grâce aussi à la respiration, justement, de sa méthode. Et c'est 3 mois après qu'il a fait l'escalade du Mont Blanc, en short et sans vêtements, finalement, sans chaussures. Et qui est 3 mois après, il a fait l'Everest. Donc c'est un peu cette époque-là où il a fait beaucoup de records un après l'autre mais il a pas perdu des orteils, il a tous ses orteils, mais c'est là où il avait un peu poussé. Effectivement, celle en Finlande, vous l'aurez trouvé je crois dans un documentaire qui en parle, c'est très beau. Je me rappelle plus les titres, mais il montre un peu tout ça et voilà. Donc Wim Hof, la méthode de Wim Hof, c'est la méthode qu'il a mis en place, qui se base sur 3 piliers et pas uniquement le froid, même si le froid c'est celui qui nous surprend et nous choque parce qu'on voit des choses qu'on pense incroyables, mais il y a aussi la respiration dedans. Et justement, Wim Hof, il a fait un travail il a divulgué, il a vraiment rendu accessible. Vulgarisation. Vulgarisation, ouais. La respiration dans le monde, donc ça fait partie de la méthode. Mais des fois, on ne parle pas assez parce qu'on parle beaucoup du froid. Et le 3e pilier dont on parle moins aussi, c'est la partie mentale. C'est plus subtil, il a la force du mental, la concentration, le focus, l'interoception, la proprioception, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un peu plus subtil. Donc ces 3 piliers-là qui font la méthode Wim Hof. Donc cette méthode qui Wim a mis en place et qu'on connaît parce que finalement aujourd'hui les bienfaits du froid et les bienfaits de la respiration commencent à être connus. Mais je vous avoue que quand j'ai commencé en 2015, il y avait très peu de personnes qui parlaient d'exposition au froid et des techniques de respiration. Et là, il y a une explosion dans les dernières 6 années, dans les mondes sportifs notamment, parce que ils ont découvert que ça aide à la performance, mais aussi pour tout le monde, parce que ça fait du bien. Et sur la santé, on vient de traverser une crise sanitaire mondiale, donc ça intéresse de plus en plus de gens. Je sais que pour d'autres podcasts, j'ai eu l'occasion d'interviewer Arthur Guérin-Boiry. Je sais pas si tu connais Léonard. Ah, bien sûr. Il a fait un stage de méthode Wim Hof avec moi. Ah, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il se prépare en mars 2022 à réaliser un record du monde de nage sous glace, en maillot de bain, voilà. Donc et on a eu l'occasion aussi de parler de la méthode Wim Hof, et c'est vrai que ça confirme le fait que le froid, ça commence à non seulement à faire parler, ça commence à intéresser de plus en plus de gens d'un point de vue sportif, pour la récupération, pour des records, des défis, mais aussi au quotidien, puisqu'on se rend compte des bienfaits aussi bien de l'un que de l'autre des piliers de la méthode Wim Hof dans la vie de tous les jours. Ouais. Tu découvres ça en 2015. Comment est-ce que tu as des premiers contacts avec cette méthode? Est-ce que c'est par le truchement d'autres personnes avec qui tu échanges? Est-ce que tu tombes sur son livre par hasard dans une librairie et puis tu tombes amoureux du livre et de la méthode et tu commences à dévorer toutes les informations que tu trouves autour? Comment ça se passe? Au contraire, loin de là. Alors, moi, je suis italien, grandi sous la côte italienne, pas du tout, éduqué au froid. Au contraire, comme tous les Italiens, en fuite par rapport aux éléments de la nature. J'étais pas intéressé au froid et à tout ça, mais c'est un ami anglais qui connaissait parce qu'il s'intéressait à d'autres choses. Notamment un grand sportif, on faisait beaucoup de sport ensemble, c'était beaucoup de vélo, beaucoup de courses avec cet ami qui m'a un jour donné ses livres en disant ça pourrait t'intéresser par rapport à la gestion du stress et de ton système immunitaire, parce qu'à l'époque, même si j'étais un grand sportif, j'étais souvent très malade, très souvent malade, pas très malade, mais malade, des petits rhumes, des choses comme ça arrivait vraiment très souvent. Et donc lui, il me disait peut-être il y a des clés par rapport à cette méthode, c'est un personnage un peu incroyable, tiens, je t'ai fait un cadeau, un livre. Et il m'a donné son premier livre, qui est franchement très mal écrit. Et donc, j'ai pas du tout dévoré son livre. Ça m'a pris des mois et des mois pour le lire et j'ai abandonné plusieurs fois. Mais en fait, les contenus étaient tellement fascinants et incroyables que finalement, un soir, j'ai tout lu et ça m'a
ça m'a un peu touché parce que je me disais si tout ça c'était vrai, ça serait tellement beau. Mais voilà, ça a pris du temps avant de passer à la pratique. Parce qu'à l'époque, il n'était pas si connu qu'aujourd'hui. Un. Deux, il y avait personne que je connaissais qui pratiquait. Parce qu'il y avait très peu de personnes en France et en Italie qui pratiquaient. Et pas d'instructeurs, pas de personnes qui pratiquent, pas des retours. Donc je savais pas, en fait, si c'était vraiment quelque chose de vrai. C'était juste un livre. Et moi, j'ai commencé avec les cours en ligne après un voyage en Islande où je me suis confronté au froid pour la première fois. Je voudrais juste recadrer un peu, je te coupe, mais tu dis que son livre, tu trouvais qu'il n'était pas très bien écrit, mais que tu as arrêté plusieurs fois, tu l'as repris, et finalement c'était plus le contenu qui t'a intéressé en premier lieu. Je rappelle qu'on est en visio et on a une vue magnifique sur ta bibliothèque. Quand je vois le nombre de livres qu'il y a derrière toi, je me dis qu'effectivement tu sais repérer un livre quand il est bien écrit ou quand il n'est pas bien écrit. Donc c'était juste pour recadrer un petit peu. Hein. Mais en plus, oui, mais après, il a écrit d'autres livres qui sont beaucoup mieux écrits que les premiers. Les premiers, c'était vraiment un jet par rapport à des histoires, des choses. Mais il y avait un contenu incroyable dedans. Parce que ce qu'il disait, c'était pas du tout standard. Mais après, il a écrit d'autres livres, notamment les derniers, qui va être traduit bientôt par Guy Trédaniel sur la méthode Wim Hof. C'est bien. Ça, je le conseille. Il a bien écrit. Mais au début, je vous assure, il avait de la friction. D'un côté, mes croyances limitantes, mentales, et de l'autre, le fait qu'il n'était pas vraiment servi sur un plat d'argent. Ça m'a pris du temps, mais quand tu lis quelque chose de si différent par rapport à ce que tu crois, ça t'interpelle. Tu te dis, est-ce que c'est une histoire de fantaisie, ces livres? Ouais, est-ce que c'est vrai? Mais alors, dans ce cas, je connais vraiment rien, tout ça. Et c'était un peu ça, mais mes croyances limitantes étaient plus fortes à l'époque. Donc, je n'ai pas commencé à pratiquer. Et c'est un voyage en Islande qui m'a sauvé parce que ça m'a donné l'occasion d'expérimenter et d'y croire. Mais sinon, j'aurais jamais fait les pas. Comme quoi, offrir un bouquin, parfois, c'est vraiment quelque chose qui peut changer. Ça peut changer une vie, en fait. Hein. C'est tout simple que ça. Mais un bouquin, alors un bon bouquin, ou en tout cas un sujet qui est intéressant, ou même un bouquin qui arrive au bon moment aussi dans ta vie, où t'as besoin de ça, et parfois ça peut vraiment être des très beaux cadeaux, en fait. J'espère en tout cas qu'on dira la même chose du livre Devenir triathlète par Oana, qui sortira en fin d'année. Quand tu dis un voyage en Islande, est-ce que c'était un voyage à titre personnel, à titre professionnel, ou justement un voyage où tu voulais orienter autour du froid? Enfin, quel était le but du voyage? Non, c'était comme ça. Avec des amis, on voulait visiter l'Islande parce que ça nous fascinait, comme c'est une terre un peu magique. Et on voulait faire un voyage, mais on était bien équipés pour le froid. On avait des grosses dunes, des gants, et en fait, on n'avait pas du tout prévu de travailler avec les froids. Donc moi, c'était sur une plage d'Evik, au sud de l'Islande, dans une journée des tempêtes, fin novembre, où il faisait 2-3 degrés, il pleuvait. Et la mer était en tempête, la mer nordique à quelques degrés, peut-être 5 degrés, où j'ai décidé de me baigner, mais tout nu, j'avais pas de maillot de bain ou serviette. Et franchement, mes amis autour, ils me disaient, tu vas mourir. Mais ils étaient convaincus. Et après, moi, je suis rentré dans l'eau, je suis sorti, ça allait très bien, en fait. Et je me suis réchauffé en faisant quelques pompes, je savais pas quoi faire, mais voilà, c'était finalement quelque chose de totalement accessible, mais qui a basculer quelque chose à l'intérieur de mon cerveau pour du bon. Mais est-ce que tu penses justement que cette expérience a été rendue possible par la première fois où tu as lu le premier livre de Wim Hof, tu l'as laissé de côté, tu as pas forcément réfléchi, et puis ce jour en Islande, là tu as eu un déclic et tu as dit allez, je me mets à l'eau, et c'est là qu'une bonne partie du livre t'est revenue en tête? C'est ça. Exactement. De façon inconsciente, j'avais des choses qui travaillaient, mais mes croyances limitantes étaient encore fortes, donc j'étais pas passé à l'action. Passer à l'action, ça demande de l'effort. Mais là, il y avait une occasion, et je pense que des neurones, ils ont fait des connexions dans ma tête, et là, j'avais aussi l'envie. Je me suis pas forcé à rentrer dans l'eau, j'avais l'envie de rentrer dans l'eau. Donc j'ai écouté cette envie, avec ces connexions dans la tête, qui c'était possible et pas mortel d'y aller. Alors, je savais que je pouvais le faire, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait, point. Je me suis pas questionné plus loin parce que j'avais lu les livres. Sinon, je l'aurais jamais fait. C'était juste quelque chose que les gens font pas. Mais depuis tous les stages que j'ai eus, tous les bains froids que j'ai fait faire aux gens, entre guillemets, les frileux, qui sont pas vraiment frileux, qui me disent, tous les fois où j'ai eu envie de me mettre à l'eau, dans un lac des montagnes, en faisant un trail, en faisant du vélo, et je l'ai pas fait
parce que je pensais que c'était dangereux ou juste parce qu'on les fait pas. Mais il dit toutes les fois que je me suis privé du bonheur juste parce que finalement je connaissais pas. Donc là, on ouvre un champ des possibles qui nous fait vivre toutes les saisons, tous les lacs, tous les mers, les océans, et ça nous ouvre vraiment. C'est beau. On a accès à la nature à nouveau, et ça fait du bien, ça. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est magnifique. Et excuse-moi, juste pour résumer dans les grandes lignes, parce que ce livre, il dit quoi en fait? Et qu'est-ce qu'il dit, le livre? Il raconte l'histoire de Wim, et il raconte comment il s'entraînait, un petit peu ses exercices. Il y a des témoignages d'un gars qui était un des premiers à croire en Wim Hof, qui avait fait un cours avec lui en Pologne. Il raconte un petit peu les journées qui passaient ensemble, mais il est simple finalement. Il n'y a pas des choses incroyables. Je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, ce déclic ou ce changement ou cette initiation du cerveau qui va avoir un impact un peu plus tard sur tes croyances limitantes. J'ai un peu vécu ça aussi en lisant le livre de Rich Roll, qui a découvert l'ultra après s'être rendu compte qu'il tombait vraiment plus bas que terre. Et puis notamment il parle de sa découverte du véganisme, et ça a aussi déclenché des choses chez moi. Moi, c'est pas sur le froid, c'est plutôt sur la nourriture pour l'instant, mais le froid commence à m'intéresser de plus en plus. Juste pour terminer un peu sur cette méthode Wim Hof, une fois que tu l'as découvert, que tu t'es plongé dedans, pour ainsi dire, est-ce que tu as un autre rapport avec... Alors, tu nous as dit que tu as un autre rapport avec la nature, mais est-ce que tu as un autre rapport aussi avec le froid? Est-ce que tu ressens toujours ce froid au changement des saisons? Est-ce que tu prends des bains froids régulièrement, des douches froides, ou est-ce que tu continues à avoir une vie normale, entre guillemets? Tout dépend où est-ce qu'on place la normalité, mais avec des douches plus ou moins tièdes ou chaudes, et que au contraire la connexion avec le froid est plutôt sur une question d'entraînement, une question de recentrage, un petit peu comme de la méditation. Moi maintenant j'aime les froids aussi, j'aime les chauds et j'aime les froids aussi. C'est qui est bien, parce que de toute façon il faut aimer les deux, c'est deux faces de la même médaille. En fait, tu es un chaman. Et avant voilà, c'est ça, les feux et la glace. Non, mais c'est la nature, c'est l'expression de la température, des éléments de la nature. Je connaissais les chauds et je faisais des saunas et j'aimais bien. Je connaissais pas les froids, tout simplement. J'avais pas d'a priori, mais autant qu'Italien, je me protégeais bien, je m'exposais pas. Et là, c'est un ami, c'est un outil, ça me fait du bien et je kiffe. En fait, je peux utiliser les froids comme un entraînement, et je peux utiliser les froids pour du plaisir. Et là, quand j'ai fait plus des douches tièdes, je les fais soit froides, soit chaudes. Okay. C'est pour rigoler, mais c'est pour dire que si je veux faire une douche chaude, je la fais chaude. Et si je veux faire une douche froide, je la fais froide. Mais les tièdes, c'est un peu entre les deux. et j'aime bien faire les saunas à 110, 115 et après des bains de glace en alternance, comme ils font en Scandinavie finalement. Mais je m'efforce pas non plus. Ça veut dire qu'il y a des jours où on est très fatigué pour un raison ou pour l'autre, ou on se sent pas très bien, ou on a d'autres choses. Et voilà, les froids passent moins bien. C'est pas la peine de forcer là, de faire des records. Il y a des jours où on se sent vraiment que ça nous appelle, qu'on doit rentrer dedans et qu'on doit y rester, qu'on doit explorer l'élément. Donc on peut l'utiliser dans deux sens différents. Et sûrement, moi je l'utilisais beaucoup comme entraînement. À un certain moment donné, je me suis vraiment entraîné parce que j'ai parti de loin, de très très loin, et j'ai acquis un très très bon niveau. Et après un certain moment, je me suis dit, voilà, maintenant c'est aussi comment cela m'aide au quotidien. Je ne veux pas non plus faire des records du froid, c'est pas l'objectif. Pour moi en tout cas, pour certains ça peut l'être, mais moi c'est comment j'utilise cet outil, cet élément pour être mieux, être plus performant, pour les sports, pour la côté concentration, pour la santé. Donc c'est pas la peine des forcer. Donc c'est un peu comme ça que moi je le vois. Je serais curieux du coup de rentrer dans ce côté performance sportive et froid, et donc j'imagine du coup récupération. Je pense que on va pouvoir en parler. On revient là-dessus demain. C'est parfait. Eh bien, à demain. À demain. À demain. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.